Aujourd'hui, je vous l'ai dit, encore une fois, on reçoit des artistes de qualité, des artistes qui nous font kiffer. Ça fait longtemps que je veux le recevoir sur Street Diamond. Il est dans le building. Sonny Troupé, s'il vous plaît. Oui. Oh. Comment tu vas? Ça va. C'est standing ovation direct. Ça va super. Je suis content d'être là. Bah, nous aussi, ça nous fait plaisir parce qu'en plus, je crois qu'hier, tu étais à un concert. Ouais. Donc, en ce moment, ça n'arrête pas, tant mieux. En plus, avec plein de gens différents. Donc, voilà. Au passage, voilà, je passe par là et je suis bien content. Ah, bah, ça fait super plaisir. Bah, on est avec Sonny Troupé pour parler de son dernier album, donc Reflet Danse. Un album, bien sûr, si vous connaissez la sauce Troupé, eh ben, elle a quand même un peu changé. Donc voilà, faut s'adapter et surtout que Sonny fait partie aussi de ces artistes qui partagent tellement de scènes, tellement de scènes avec différents artistes, tellement d'albums qui s'adaptent. Mais là, c'est du 100% Troupé. Ouais, voilà. Ce que j'aime par-dessous tout, c'est déjà la tradition. Et puis, et ce que j'aime par-dessus tout, parce que c'est ce qu'on m'a appris, c'est aller vers l'autre. Ouais. Donc c'est un peu ça. La base est trad et puis je m'inspire de tout ce que je rencontre qui me paraît bien et ou enrichissant ou intéressant à faire découvrir. Alors, ce qu'on va faire, on va s'écouter un premier extrait de l'album Reflet Danse de Sonny Troupé. On va s'écouter le morceau ensemble. À toi, Manu. Street Diamond, 99.2, Rich, the billion dollar jet. Stat girl from the billion dollar jet. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On s'écoutait un premier extrait de cet album, Reflet Danse. Le titre s'appelle Ensemble. Donc là, pour le coup, c'est un titre qui représente la tradition, quelque part. Et aussi le côté Sonny Troupé, c'est-à-dire la tradition en mode 2017. Et ce côté tous ensemble, quoi. Ouais, c'était vraiment ça. En fait, il y a... Reflet Danse, c'est déjà un concept musical à la base, en fait. Mon idée, c'était vraiment de prendre la tradition, le gros cas, et sur ce type de mélodie, de faire des arrangements authentiquement qui respectent les codes du gros cas. Ça, c'est une première partie. Et sur une autre partie de l'album, prendre ces mêmes mélodies et de faire des arrangements où là, j'intègre d'autres influences, en fait. Donc, d'où le terme reflet danse, parce que danse, ça s'écrit D-E-N-S-E-S.
c'est l'idée de miroir, mais voilà, le reflet est tellement dense que c'est une autre réalité et une autre réalité qui a des ressemblances et des différences. Voilà, c'était un peu tout ça que je voulais mettre en musique. Et après, dans les paroles, ben forcément, il faut... On parle de nous, en fait, de nous. Et ensemble, c'est pas grand-chose. C'est juste que parfois, on se sent seul à aller faire les choses, à travailler, voilà, à se battre. Et que parfois, il suffit juste de regarder autour de nous et on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à se battre. Et parfois, on peut pas s'aider plus que ça, mais juste en se donnant du courage, c'est déjà bien. Et voilà, l'idée de ce morceau-là, c'est ça. Soyons ensemble, au moins pour se donner du courage. Et puis après, ça ira mieux chacun dans notre vie, en fait. C'est vrai aussi, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup aussi ici, c'est en la main qu'à la vélote, c'est s'aider comme ça, participer. Là, c'est ton deuxième album solo. Ouais. Donc 2 ou 3, ça dépend comment on compte en fait. Ouais, c'est vrai. Par rapport à comment tu comptes? Moi, je dirais que c'est le 3e, même si le 2e, en fait, c'est un album commun que j'ai sorti avec Grégory Privat. Ok. Du coup, voilà, même si c'est un album en duo, mais c'est vraiment un album pensé. Donc on parle de l'album voilà. Luminescence. Luminescence, ouais. Donc du coup, après cet album en duo, voilà, on est arrivé à Reflet Danse et comme tu as dit, le premier c'était donc Voyage et Rêve. Donc déjà. On va pas parler tout de suite de Luminescence, on va pas parler tout de suite de... Parce qu'on va revenir sur Voyage et Rêve, on va se faire un vrai truc, on va se faire un truc sympa. Et ben on va commencer par le commencement. Tu es guadeloupéen. Comment tu as appris à jouer la musique? Je crois que tu as commencé très tôt en fait la musique. Exact. Parce que ton père est saxophoniste. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous parler du jeune Sonny Troupi qu'on aperçoit d'ailleurs entre guillemets dans un clip tourné par Walifal. Dossier. Oula, ouais. Écoute, oui, j'ai commencé très tôt par l'influence de mon père effectivement qui était saxophoniste. À l'époque où je suis né, il était dans la recherche sur le gros cas. C'était une période où en Guadeloupe, il y avait beaucoup de gens qui bossaient cette musique-là pour la faire avancer, pour la faire sortir des carcans, etc. Et donc, avec un père qui aime le gros cas, qui est saxophoniste et qui en même temps est ouvert, en fait. Donc, à la maison, on écoutait de tout, du jazz, de la salsa, du classique le dimanche, oui, c'est ça, ouais, le classique c'était dimanche, obligé. Donc voilà, j'ai baigné vraiment dans une ambiance musicale comme ça. Et à un moment donné, mon père il a fait un groupe de jeunes. Après ses premiers groupes, un groupe de jeunes, forcément les enfants, les cousins sont là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé la musique en fait, au tambour, à la batterie, j'ai fait un peu de vibraphone, un peu de piano. Bon, je grandis normalement, je fais du sport aussi, bref. Non, jusqu'au moment. Le vibraphone, voilà, c'est bien. Ouais. Jusqu'au moment où je décide, effectivement, d'en faire mon métier assez tardivement, en fait, après mes études de psychologie. Voilà. On a su. D'ailleurs, tu avais quitté la Guadeloupe justement pour pouvoir faire tes études de psychologie, aller plus loin là-dedans. Exact. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers la batterie, à aller vers les percussions, aller vers le K? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être sur ces... En plus, en sachant que ton père faisait du saxophone. Ouais. Et nous, c'est vrai qu'on a échangé avec Stéphane Castry. Lui, il allait prendre en cachette la basse de son oncle. Tu vois? Toi, comment ça s'est passé de ton côté? Écoute, je pense que ça a été par mimétisme, pas de mon père du coup, mais des gens qui étaient avec mon père, je suppose. Voilà, parce qu'effectivement, à l'époque, il était dans des groupes de gros cas, tout ça. Donc, il en jouait un peu. Enfin, je parle du tambour, il en jouait un peu, même si c'était pas son instrument principal. Donc, je pense que ça a été par mimétisme et je suis resté sur le cas, en fait. Okay. Après, dans le groupe, il y avait une batterie. Je faisais un morceau au début, et puis 2, et puis 3, et puis c'est venu comme ça. Et comme je dis, j'ai essayé d'autres instruments, mais ce sont vraiment les 2 instruments
j'ai en passion jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis en passion, c'est que je continue vraiment à les travailler. Ouais. Parce que concrètement, t'as un putain de niveau de batterie et que tu vois, à la base, c'est le gros cas qui t'a attiré, c'est le cas qui t'a attiré. Ce tambour traditionnel guadeloupéen, sa peau, son son, rythme, sa tradition qui va avec. Et passer à la batterie, c'est encore autre chose. Oui, c'est autre chose. En sachant que, excuse-moi de t'interrompre, en sachant qu'en même temps, la batterie, tu arrives aussi à la faire sonner comme le cas si t'as envie. Et ça aussi, je trouve ça extraordinaire. Je pense que on ne se refait pas et vaut miun pas essayer. Et si on essaye et qu'on se rend compte que ça ne marche pas, tant mieux. En fait, en gros, à un moment donné, il faut être conscient de ce qu'on est et faire avec ce qu'on a, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que la batterie, je l'ai commencé en autodidacte aussi, comme voilà. Après, on prend des cours, etc. Donc, on apprend la méthode conventionnelle. Mais en même temps, il faut toujours essayer d'être le plus soi possible. Ah, le rythme est dans la peau, hein. C'est pas moi qui écris la chanson. Donc du coup, voilà, c'est avec le temps, je travaille pour pouvoir adapter les choses. Mais je pense qu'au départ, c'est quelque chose de naturel, en fait. Les deux instruments, en fait, l'un influe sur l'autre, en fait. C'est surtout ça, en fait. L'un influe sur l'autre, et après. Allez, c'est travail de la technique. Alors, on a parlé du gros cas, on a parlé du cas, mais les personnes ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est, parce que là, pour le coup, il y a des personnes, des aficionados qui connaissent un petit peu et qui regardent notre émission, mais il y a aussi des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Donc déjà, le gros cas, c'est une tradition qui vient de la Guadeloupe. C'est ça. Et qui a été faite en fait par les esclaves à l'époque. C'est ça. Donc, c'est très codifié. C'est très codifié, c'est un art qui est comme toute musique en fait. Comme toute musique, mais là pour le coup, il y a vraiment les codes aussi. Et par exemple, quand il y a une personne qui chante, on s'impose pas chanteur de gros cas n'importe comment. Quand il y a un chanteur qui commence à chanter, on ne le coupe pas comme ça. On rentre dans une danse dans la danse, dans la ronde. Disons que c'est une musique qui est large dans le sens où les codes sont musicaux, mais sont aussi dans le fait qu'il y a la danse qui est très importante et le côté chant qui est très important. Et donc, c'est tous ces codes mélangés qui font que c'est une musique qui est pas si évidente que ça, ou en tout cas, il y a pas mal de codes à connaître. C'est une culture, quoi. Voilà, c'est une culture. Après, j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui, en fait, le gros cas, c'est effectivement la musique traditionnelle de Guadeloupe. Elle s'est cristallisée autour de 7 rythmes, mais ces 7 rythmes viennent des différentes ethnies. Merci, oui. Quand ils sont arrivés en Guadeloupe, donc c'est Guinée, c'est Congo, on appelle ça le Haut-Dahomey en fait à l'époque. Et en fait, finalement, c'est déjà un métissage en fait. Et de ces ethnies et de leur rythme, etc. À un moment donné, ça a donné les 7 rythmes qu'on a aujourd'hui en fait. Donc c'est quelque chose qui est finalement propre à la Guadeloupe. Et puis il a développé sa version. Mais en fait, ça vient finalement de quelque chose qui était déjà de l'ordre de rencontre entre des peuples et créer un langage qui leur soit propre pour survivre, parce que voilà, c'est un petit noyau dur. C'est comme c'est la corne quand les gens ils soufflent dans l'ambi. Mais c'est magnifique, mais quand tu entends aussi les Brésiliens qui jouent du même instrument et de la même manière, dans les mêmes questions-réponses au bord de plage. Est-ce que tu es là, Jean-Paul? Oui, je suis là. Quelqu'un arrive et tape une chorégraphie plus tard dans la soirée là-dessus, mais c'est juste ça. C'est vrai qu'à l'époque, c'est encore plus qu'aujourd'hui, chaque rythme avait une signification, était joué à un instant donné, et surtout on parle souvent de gros cas lors de révolte. Ça c'est clair, c'est vrai, ça nous soutient. Mais en fait, le gros cas est présent de la naissance dans toutes les phases. C'est présent. Donc, il y a des rythmes de joie. Le carnaval n'est autre qu'un rythme de Mendé aussi. Voilà, donc c'est vraiment une musique qui est présente à toutes les étapes d'une vie et à chaque moment, quoi.
C'est ça, il y a le quotidien aussi, il y a les galères, il y a l'amour, il y a vraiment tout. Et d'ailleurs, le gros cas accompagne aussi, comme on l'a dit, les cortèges funèbres. Tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment ancré. Et il y a une autre chose aussi à dire sur le gros cas, parce qu'il y a un de tes morceaux qui m'a particulièrement touché, presque aux larmes, tu vois, les larmes étaient en train de monter. Et c'est que, en fait, le gros cas, elle est né de l'abnégation. Du truc où tu te dis, tu vois, parce que il faut bien se resituer, on est à l'époque du code noir, où t'arrives, tu taffes et tu dois fermer ta bouche, tu vois. Et là, t'as des personnes qui se disent, tu vois, qu'il faut pouvoir résister, faut pouvoir se battre, et en fait, le fait de pouvoir se mettre autour de cette musique qui était au final interdite, qui se débrouillait en fait pour faire en cachette, et ben c'est beaucoup d'abnégation. Absolument. Et aujourd'hui, tu te rends compte que même mondialement, il y a des choses comme ça, ça n'existe pas, ça a été vraiment créé, parce que tu regardes le Tibois, tu regardes certains éléments du gros cas, tous ces codes, et ce qui est super sympa aussi, c'est la façon dont tu as trouvé certains rythmes. Tu n'as pas forcément trouvé les 7 rythmes, c'est la particularité du gros cas aussi, parce que bon, on dit 7 rythmes, mais il y a des variantes, hein. Il y a les variantes qui vont avec, et là il y en a beaucoup. C'est pour aller vite. Voilà, c'est ça. Mais il faut bien comprendre aussi que 7 rythmes, ok, mais quand tu vas sur certaines îles voisines ont un des rythmes. Oui. Tu vois, comme il expliquait, comme expliquait Sony, selon que c'était tel type d'esclave qui était déporté, selon que c'était tel type d'esclave par rapport à telle région. Et c'est pour ça que là, récemment, il y a eu... le rythme, c'est une langue. C'est ça. Et il y a du coup, forcément, il y a des similitudes. C'est ça. Et avec le temps et les centaines d'années qui passent, des différences, en fait. Le fameux métissage revient toujours de toutes les façons. On va toujours, et c'est pour ça il y avait un grand événement gros cas qui s'est passé à Sainte-Anne. C'était au mois de juillet ou juin, si je ne m'abuse, en Guadeloupe. Et justement, je crois qu'il y avait, je ne sais pas si c'était des Cubains ou des personnes d'autres îles en fait des Antilles, et qui se sentaient à la maison, quoi. Parce qu'en fait, leur rythme épousait les mêmes rythmes que les rythmes du gros cas guadeloupéen qui étaient joués, et ils ont pu partager leur manière de vivre le rythme qu'on a en commun, en fait. C'est ça. En fait, parfois, même si le rythme n'est pas tout à fait le même, mais ce sont des rythmes, c'est la même famille, en fait. Ouais. C'est la même famille. Donc, du coup, on se retrouve, et je vais même plus loin. En fait, quand tu retournes en Afrique, c'est eux qui nous appellent. Ah, ma petite sœur, mon cousin. Voilà. Et la musique, c'est la même chose. Mais en fait, on peut retrouver. Alors, c'est pas la même chose, mais on peut ressentir l'affiliation. Ah, fait. Mais elle est évidente. Hein. Et eux, ils te le disent tout de suite. Ils disent, mais ça, là, ce son-là, mais dedans, vous avez mis. On a mis ça. Vous, les parfois, on le joue à l'envers par rapport à ce qui est à l'origine. Et ils reconnaissent toujours. Enfin, il y a énormément de manières de manière dont ça a été transformé avec le temps, mais c'est clair que ça s'entend encore. Ah, ça s'entend toujours. Alors Sony, tu as participé à pas mal d'albums, pas mal de projets. L'un de tes premiers projets, c'est avec ton groupe de l'époque. Le groupe, c'est Kimball. Kimball, ouais. Kimball. Wow. Alors là, tu remontes... Jadis. Ouais, on est obligé en même temps, on parle de toi et donc là on est obligé de partir à la source. Je t'ai même vu pianoter sur des vidéos avec le groupe. Ok. dossier. Ouais, je vois. Je vais peut-être pas rester longtemps parce que du coup c'est... Attends, on n'a pas tout dit. Non, mais Kimball, c'est mon groupe encore aujourd'hui. C'est ma base en fait. C'est ma base. C'est la base de beaucoup de jeunes. En fait, c'est le groupe qu'a formé mon père, et issu ensuite l'école qu'il a créée. Et voilà, en fait, on avait beaucoup de chance d'être dans ce groupe parce que on faisait de la musique sérieusement. Vraiment, c'était l'idée, et en même temps, on s'amusait bien. On avait la chance de faire de belles grandes scènes.
celle qu'on rêve de faire. Alors, à l'époque, ça s'appelait le Centre des Arts. Donc, le Centre des Arts, c'était toutes les stars qui passent au Centre des Arts. Et nous, on avait notre concert au Centre des Arts. Donc, en fait, on était formés très, très jeunes, en fait, à tout cela. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, dans ma manière de travailler, et je parlerai même pour d'autres, comme Célia Roy, qui a fait partie de l'école, Arnaud Dolmen, tout ça, c'est quelque chose qui fait partie de nous et qu'on continue d'une certaine manière, chacun à notre niveau, dans nos parcours respectifs. Même ceux qui ne sont pas musiciens, qui sont chefs d'entreprise, enfin, qui sont des chefs d'entreprise ou quoi, en fait, une manière de voir la vie, en fait, et de fonctionner, ça vient vraiment de Kimball, en fait. On en a parlé plusieurs fois, notamment avec Célia Roy, de l'école de ton père, justement, de ce groupe et de tout ça, quoi. Parce que ça aussi, dans sa carrière musicale, c'est très, très important. Et c'est ça aussi qui est important de dire, quoi. Que les artistes qu'on a à ce niveau ne sont pas sortis de nulle part. Ah, ils ont une petite formation. Et ils ont une formation, mais ils ont été aussi chapeautés. Et quelque part, il y a la rigueur, mais il y a aussi du love, quoi. Et je pense que aussi ça c'est important, parce que j'ai l'impression que quand tu vas dans cet endroit, parce que j'ai vu des reportages avec le sigle, tu rentres, tac, et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, c'est comme un moment, j'avais été dans le studio des gars là, Doubsis, Exhaust, tout ça. Quand tu rentres dans ce genre de studio, je crois que ça s'appelle Louisine Studio. Quand tu rentres dans ce genre d'endroit, il y a une vie, quoi. Ça vit, les murs parlent. Et tu sais que tu es dans un endroit où il y a un tas de gens qui sont passés. Il y a un truc que tu ressens, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Manu. Bon, moi, j'ai eu la chance de mettre les pieds à la Mecque du Ka, version Sainte-Anne. Parce qu'on va quand même pas mépriser les autres, parce qu'il y a plusieurs... et effectivement, il y a une sérénité déjà quand tu rentres tu t'approches de l'école. Et puis il y a quelque chose de... Voilà, tu as un petit peu l'impression de faire partie de l'histoire de cette musique quand tu pénètres dans les locaux de l'école. Et puis il y a quelque chose de très touchant aussi, de par la structure de l'école. On a l'impression que c'est presque les petits bancs, tu vois, ça pourrait ressembler à ça ressemble à un souvenir, en fait. Un souvenir qu'on a tous en commun des années d'études et voilà, moi ça m'étonne pas qu'après les gens qui sortent de cette école, il y a une signature et la première signature dont je voulais parler aussi, c'est la signature rythmique, de la précision rythmique, parce que si on écoute bien ce que fait Célia ou Arnaud, il y a quand même une précision rythmique. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une petite anecdote aussi vis-à-vis de Sony sur le travail au métronome, il me semble, ce qui explique aussi son frappé, sa précision. Et c'était, il me semble que on maîtrise pas au métronome, on va pas plus loin tant qu'on maîtrise pas. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et donc je l'ai vu faire quelque chose il y a quelques années pour notre ami Timalo, puisqu'il a participé, il a travaillé aussi avec Timalo, où les choses se sont faites un petit peu à l'envers, à savoir que on pose pas la batterie n'avait pas pu être posée en premier, pour que les musiciens ensuite prennent ça comme repère, comme on fait normalement. Donc c'est Sony qui est intervenu en dernier, et le guitariste bougeait un petit peu, et donc Sony a écouté 3 fois le morceau. Pour bouger aussi. Pour bouger en même temps que le guitariste. C'est quand même... C'est pas... Non, t'inquiète, je vois. C'est ce qu'on appelle se plaquer à ce qui est déjà là. C'est un gros job. Oui, mais c'est un travail... C'est un gros job. C'est un travail qui ne s'improvise pas, quoi, en fait. Il faut avoir une notion du rythme, il faut avoir une notion de l'espace pour s'autoriser ce genre de choses que peu de batteurs ont naturellement. Donc, et ça, le naturel, il se développe en travaillant c'est un job. Avec acharnement. Kimball, pourquoi ton père a fait justement cette école? Parce que faire une école, ok, tu vois, mais en fait, il n'était pas obligé de le faire déjà. C'est vrai. Il n'était pas obligé de mettre des jeunes. Ça aussi, parce que lui, il aurait pu faire son propre truc avec ses potes, il a son espace, et il perpétue, il progresse tout seul, ou il aurait pu faire un truc pour son fils, ou il aurait pu faire juste comme ça, quoi. Et le truc, il est encore présent, quoi. Pourquoi ton père a voulu faire ça? Ben, écoute, je pense que c'était sa contribution au développement de son pays. En fait, l'idée qu'il avait, effectivement, il a commencé par faire de la musique déjà
il a une formation classique, ensuite il aimait le jazz. Le Gros-Ka, il a eu 2 groupes, le groupe Café Calévé, puis Guacassonné, donc ce sont des groupes qui sont quand même des groupes très importants dans l'histoire même du Gros-Ka moderne. Et puis à un moment donné, je pense qu'il s'est dit tout simplement, hein, comme souvent, que c'est la génération future qui amènera les choses, la transmission, c'est très important. Donc du coup, ça lui, je pense, paraissait naturel qu'il fallait que les jeunes soient fiers de ce qu'ils ont, en fait. Et je pense que c'est ça, c'est la chose qu'on retient, en fait, c'est être fier de ce qu'on a. Et c'est pour cela qu'on jouait énormément de types de musique, mais qu'on jouait aussi du Gros-Ka, en fait. Et l'idée pour lui, c'est que dans nos têtes, il n'y ait pas l'a priori négatif que nos parents, que nos ancêtres, que les générations avant avaient. Eh ben pour nous, c'était la même qualité musicale, en fait. Et je pense que ça vient du fait que son idée était de faire apprendre le Gros-Ka comme on apprend la musique classique, comme on apprend, voilà. Je pense que c'est ça, à voilà. des jeunes. Et du coup, on l'apprenait sur partition de la même manière. Et du coup, en fait, et encore nous, on a encore du travail. Mais plus ça ira et plus les générations futures, elles n'auront aucun souci, en fait, dans la tête par rapport à ça. Puis autant directement faire une école plutôt qu'une association, puisque faut des professeurs, des profs qui peuvent vous donner des cours, autant faire direct une école, c'est peut-être après c'est plus simple qu'une association. C'est du militantisme aussi, hein. C'est vraiment vouloir donner des cours aux jeunes, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident, mais voilà, c'était un peu voilà, ce en quoi il croyait, en fait. Et l'école continue encore aujourd'hui. Et même Kimball est en train d'enregistrer son 5e album. À quel âge l'école? Pardon. L'école à quel âge? L'école est née en 86. Donc ça fait 20, 18, 20. Alors, 20. j'ai une question à te poser. Juste, l'école, elle a 21 ans. Elle a 30, attends, 86, 96, 2001, elle a 31. Voilà. Et justement, Sony, j'ai une question à te poser. Tu as dit que justement, ton père ne voulait pas que les personnes aient un regard péjoratif en fait, sur la musique Gros-Ka et qu'elle soit considérée au même titre que les autres musiques classiques. Et ben justement, quel était l'a priori qu'avaient les personnes, que ce soit les Guadeloupéens, Caribéens, quel a priori avaient-ils par rapport au Gros-Ka dans les îles, parce que tout le monde connaît pas cette histoire? Oui, ben en fait déjà le Gros-Ka c'est la musique des esclaves, donc forcément par rapport à celui qui colonise, ça se dit ça? Ouais. Ça doit être quelque chose on doit faire entrer dans la tête des gens que c'est mauvais. En fait, et c'est une histoire qui inconsciemment dure encore jusqu'à aujourd'hui, de moins en moins heureusement, mais voilà, donc la fameuse phrase Gros-Ka c'est musique à Vieneg, ça veut dire que c'est la musique des gens de mauvaise famille, les gens qui ne sont pas fréquentables. C'est une phrase que nos grands-parents ont entendue, que nos parents ont entendue, et il fallait en fait quelque part se réapproprier sa propre musique et être conscient qu'elle a une richesse. Et donner ses lettres de noblesse. Exactement. Ouais. C'est une richesse, comme chaque musique a sa propre richesse, en fait. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est long dans le temps, mais voilà, c'est une démarche, en fait. C'est vraiment une démarche. C'est la même démarche qui fait que ça te tient à cœur de faire des albums où tu parles en créole. C'est important pour toi parce que on sait aussi que cette histoire par rapport au créole a existé. C'est-à-dire que il y a une certaine période où on disait aux gens que c'était pas bien de parler le créole. De toute façon, c'est le même principe.
Tout ce qui vient de toi est mauvais, en fait. En gros, c'est ça. Tu fais trop de bruit. Donc voilà. Mais c'est important, voilà, de se rendre compte que c'est une langue, qu'elle est parlée par des millions, et que c'est une belle langue, en fait. Voilà, tout simplement. Et dans tous ces domaines-là, en fait, les choses avancent. Moi, je suis de nature optimiste, mais quand on voit qu'il y a le bac dans lequel il y a le créole maintenant, quand je sais que des écoles maternelles maintenant parlent en créole, voilà, ça bouge aussi, en fait. Non, ça bouge aussi. Il y a aussi, ne serait-ce qu'à ce qu'on appelle la musique urbaine. Bon, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais bon, la musique urbaine, ce qu'on entend par musique urbaine, ben, aux Antilles, je pense que le gars qui a aujourd'hui 15 ans et qui fait du dancehall ou du rap, inconsciemment, il met un tambour là-dedans et ça lui pose pas de soucis, en fait. Donc, ça veut dire que voilà, dans la tête, voilà, les choses... Le cheminement est déjà fait. Ouais, le cheminement... On est sur la bonne voie. Oui, on va me dire, il y en a même qui réfléchissent à ne vous inquiétez pas, je vais peut-être ça va m'arriver de faire un couplet en français. Ouais, même c'est ce qu'ils nous disent maintenant. Ah, moi c'est créole, hein, peut-être le français, je sais pas, je verrai. Ok. Oui, c'est cool. Donc voilà, les choses avancent. Alors Sony, on va s'écouter un autre extrait de cet album qui est juste ici, là, pour les personnes qui nous regardent en live. On est là et on va s'écouter donc le 4e morceau qui s'appelle Le Temps. Donc, est-ce que tu peux nous introduire justement ce morceau? Ben, Le Temps, voilà, on a écouté ensemble l'idée était vraiment de prendre le gros cas et de l'arranger avec des codes qui correspondent vraiment à cette musique. Et là, Le Temps, c'est l'inverse, c'est le gros cas, mais arrangé avec d'autres influences. Et sur mon parcours, j'ai rencontré un diseur de texte, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Thomas Roche. On était dans un groupe de jazz, rock, slam, enfin un truc un peu barré, et sur lequel il disait des textes. Et mon idée était, voilà, le temps, c'est une dimension qui m'impressionne et sur laquelle je me questionne tout le temps. Et voilà, j'ai voulu qu'il m'écrive un texte sur le temps et la musique, voilà, c'est du gros cas, mais avec mes influences un peu jungle, quoi. Voilà. Oh yeah. Le temps nous aime comme ses enfants, nous berce à sa pendule, nous fait devenir grands, nous donne du recul, nous pousse vers l'avant. Autant qu'on veut, en prendre, en abuser, en perdre, en gagner, en faire de l'argent, en parler en beau en même temps que la pluie. Le temps nous aime en nous disant qu'il passe, qu'il sera le même si 10 ans passent, même si tant pis, même s'il pleut des cordes pour qu'on se pende à lui, même si on l'oublie. Le temps nous aime et nous ennuie, jusqu'à ce que le temps soit venu de passer dans ses filets, de se retrouver nus, étoiles éteintes, éreintées. Pour nous, les êtres chétifs, pour nous, les enfants de peur, le temps est relatif, car il dépend de l'observateur. Le temps sur ma maison montre sa tête aux cheveux blancs. Entre ses mains prend ma raison. Embarqué à son bord, assoupi en son fond, je tente dans un soupir d'en admirer le corps, dans un ultime effort d'en entendre le son. Greek Diamond, 99.2. Rich, the $1 billion jit. Stack girl from the $1 billion jit. On est des bons. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. C'est génial, quoi. T'as vu mon technico, c'est la classe. Ouais, hein. Il envoie. Non, mais c'est une vraie galère parce que, en fait, comme je sais qu'il aime surprendre l'auditeur, toujours avec des breaks et de prendre
de vraiment faire vivre une expérience musicale, à chaque fois, je sais pas si ça va repartir, je suis obligé de me dire comment c'était l'audition du disque. C'est la panique, quoi. En plus, non, mais ça me rappelle un moment sur l'album de Stéphane Castri. Et à un moment donné, vous partez sur une série de breaks, mais c'est des breaks inattendus, tu vois. Ouais, c'est des breaks surprenants. C'est un truc, tac, t'es à contre-temps, et tu regardes et tout, mais comment c'est précis, c'est flippant. Parce que moi, j'arrête, tu vois, le truc, il est précis, on point. Et quand tu vois la vidéo de ça, c'est encore pire. Tu vois, tu dis non, là, les gars, ils sont vraiment dingues, quoi. Tu vois, ils sont. Mais on aime le rythme, quoi. Oui, on aime c'est la passion. Les sonorités aussi, les apports de sonorité. Je me souviens de ce reportage que j'avais vu où tu parlais aussi de tes expériences de l'audition de ce type musicaux, type hard rock, etc. Pour travailler la sonorité. C'est super intéressant de voir qu'un musicien qui a une étiquette traditionnelle, mais en même temps moderne, revendique aussi ses apports culturels. Ouais, en fait, pour moi, c'est comme quand je disais que, mine de rien, les choses sont naturelles pour moi parce que j'ai été élevé de cette manière-là. On nous a toujours dit, voilà, dans toute musique, il y a quelque chose d'intéressant. Voilà, donc c'est à toi et de ne pas avoir d'a priori. Du coup, en général, on a des a priori négatifs sur certains types de musique. Et en fait, voilà, aller au-delà, passer au-delà de ça et chercher et comprendre. Et c'est vrai que du coup, le métal, tout ça, ce sont des musiques. Voilà, on pourrait penser que ça n'est que du cri, mais en fait, sincèrement, ces gars-là sont hyper forts en rythmique, en précision, en superposition de rythme. Et lorsqu'on travaille ça, forcément, ça, c'est quelque chose qui après nous sert pour nos propres compositions, mais aussi pour comprendre plein de types de musique différentes, en fait. Est-ce qu'on peut parler de ton premier album Voyage et Rêve, premier album solo? Il remonte dans le temps. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé enfin à faire cet album Voyage et Rêve? Je ne sais pas. Oui, je pense que j'avais l'envie peut-être de commencer à montrer ce que j'avais rencontré sur ma route et qui me paraissait intéressant à partager. Et puis toujours cette volonté de partager la richesse de nos musiques, en fait. Je pense que c'est vraiment ça qui m'animait, en fait, et qui m'anime encore, en fait. Est-ce que c'est le petit garçon aussi qu'on voit dans le clip de Walifal qui voyage pour vivre ses rêves quelque part, c'est un petit peu ça, qui se retrouve aussi dans le clip. La sensation que j'ai en regardant ce clip, c'est un petit garçon qui est justement dans cette école Kimball, qui est avec ses amis et qui part pour vivre ses rêves et rencontre une multitude de personnes et qu'il a plusieurs vies dans une vie. Il a la vie où il est au bureau, il apprend telle chose, il a cette vie aussi de saltimbanque, il a cette vie où il est peut-être proche de la nature, cette vie où il va à la rencontre des gens. C'est un petit peu ça? C'est ça. Je pense que on a beaucoup de chance quand on est aux Antilles, au final, d'être aussi métissé, en fait. Et donc, ce voyage-là, par là, on peut le transmettre. Et l'idée générale, c'était ça, un voyage et rêve, c'était qu'à travers cette musique-là, on peut aller dans plein d'endroits complètement différents. Et ce petit garçon, il avait une idée en tête, c'est un jour de rencontrer quelqu'un qui peut-être n'existe pas, mais en fait c'est possible. C'est compliqué à expliquer, mais et donc sur son parcours, il rencontre des signes, en fait, quelque part. Il rencontre des signes, et ces signes sont disséminés un peu partout dans le clip. Il peut
tomber sur une photo de Che Guevara, il ne sait pas pourquoi, mais il va tomber sur énormément de signes comme ça, et ça jalonne son parcours pour arriver là où il voulait en fait. Et tout ça, est-ce que c'est un rêve ou pas? Voilà. Et si c'est un rêve, tant mieux. Si ça ne l'est pas, tant mieux. Voilà. Il est pas mal le moment du rêve où il tombe sur Florence Napri. Hein. Bonjour Florence. Big up Florence de la team. Eh ben justement sur cet album, nous il y a plusieurs titres qui nous ont plu. Et à l'époque, il y a ce titre qui apparaît sur les 2 premiers albums des 2 contributeurs principaux de ce titre. C'est le titre Kikoté. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre? Parce que juste en plus, sur vos albums différents, il y a des légères différences aussi. Ouais. En fait, c'est... Parfois, en fait, ça sert à rien de faire quand ça a déjà été fait et que ça dit très bien ce que tu veux dire. Voilà. Donc, en fait, c'est un titre de Grégory Privat et que j'aime beaucoup. Et quand je composais mon album, je voulais effectivement un type de mélodie. En fait, c'est une mélodie qui est très gros cas, en fait. En fait, non, j'avais plus rien à faire. En fait, c'est ma mélodie, en fait, quelque part. Même si c'est pas moi qui l'ai composée, mais c'est la mienne parce que c'est ce que je ressens. Et donc, du coup, après, dans les arrangements, forcément, il y a des différences parce que moi, je vais d'un côté, Grégory a ses autres influences. Et je lui ai dit, voilà, je prends mon morceau quelque part et puis je lui donne la direction. Et donc, j'ai voulu lui donner, du coup, une direction un peu cas moderne, en fait. Et cette influence Kimball qui est toujours là, aimer le texte, aimer la voix. Voilà, cette fois, sur Kikoté, voilà, il y a José Maragnès qui a écrit un texte. Qui me touche beaucoup d'ailleurs et voilà, l'idée était de marier à nouveau cette idée de texte de gros cas dans un contexte différent, puisque autour d'Olivier Juste, d'Arnaud Dolmen, on a Grégory Privat qui est de la Martinique et Mike Armogom qui est de l'île Maurice. Voilà. Ah ouais. Et moi, c'est un titre, je kiffe Grégory Privat, on va pas se mentir, il y a les albums, on les passe, il y a pas de souci et tout. Mais je t'avoue que Kikoté, la version qu'on passe, c'est la tienne. Alors ne m'explique pas pourquoi, parce que moi, sur les 2 versions, voilà, c'est des arrangements, c'est une question de goût. Oui. Mais ouais, c'est vrai que la version qui m'a le plus happé, et même après, j'aime bien, elle est puissante, celle de Grégory Privat, tu vois. Mais celle qui m'a happé, qui m'a parlé, c'était la tienne. Alors je sais pas si c'est les percus. Tu sais, en fait, déjà, peut-être qu'il faut pas expliquer parce que là, ça ne s'explique pas. On ressent. Tu regardes le tableau, toi, tu vas pleurer et la personne à côté de toi regarde le même tableau et c'est la joie. Là, c'est susciter une émotion. Voilà. Dès qu'une émotion est suscitée, c'est réussi. Mais pendant que tu parles, je me dis, mais en fait, c'est déjà reflet danse, en fait. Parce que on a cette même mélodie qui est vraiment K, avec d'un côté un choix d'arranger avec des codes qui correspondent vraiment au gros K, et de l'autre côté de l'arranger avec des codes qui sont proches du jazz, en fait. Et on remarque en fait qu'un même matériel de base peut du coup avoir des différences et des optiques et des esthétiques complètement différentes. Voilà. Non, carrément. Et quelque part aussi, il y a un vécu parce que on dit ça comme ça, mais il y a aussi le côté où la musique, vous vivez la musique comme elle se vivait avant, entre guillemets. C'est-à-dire que vous venez avec vos compositions et vos compositions, vous les testez sur le public, vous les faites évoluer. Tout à fait. Et donc, il y a aussi ce côté-là où le morceau, il a vécu tant de temps. Et du coup, quand toi tu le fais sur ton album, tu le fais aussi évoluer aussi par rapport à ça. Il est mature, voilà, c'est exactement. C'est comme ça qu'on fait. Donc il y a aussi ce côté-là, donc forcément, mais effectivement, c'est aussi, comme tu disais, un début à reflet danse. Et justement, donc on est, je vous l'ai dit, sur Voyage et Rêve, donc un album qu'on vous conseille en plus.
On va pas dire que l'homme qui a la technique et qui fait les photos de Street Diamond est derrière cette superbe cover. Donc, Manu Dorlis, dorlisphotographie.com. Donc voilà, un big up parce que le travail il est bien fait tout simplement. J'avoue, c'est vraiment super. Et justement, t'étais parti directement sur cette idée de ce rêve dans les nuages, ou quelle instruction t'avais justement pour le photographe? J'ai dit au photographe que je voulais quelque chose qui soit d'aujourd'hui, mais qui représente à la fois la tradition et le monde dans lequel on est. Sachant que l'album s'appelait Voyage et Rêve. Donc voilà, sortir du tambour et un coutelas là-dessus, en fait. Pourtant, c'est aussi ce que je suis, en fait. Mais en 2017 ou en 2013 quand l'album est sorti, quoi. Donc voilà, c'était un peu ça. Et puis c'est ce genre de personnes, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce que nous n'avons pas pour mettre cela en image, en fait. Voilà. Eh ben, félicitations aux photographes, hein. Mais je vais avoir une petite discussion avant l'émission avec Sony qui part au Congo la semaine prochaine. Et il y a 3 éléments sur la photo qui sont issus du Congo, puisque j'étais en Belgique lorsque j'ai fait une banque d'images pour pouvoir faire les montages. Et c'est marrant, c'est le cheminement en fait. Okay. Ben oui, parce que l'idée c'est, en fait, jusqu'à aujourd'hui, on peut découvrir des choses différentes sur la pochette. L'idée c'est quand même l'histoire. Donc évidemment, il faut que l'Afrique soit là, il faut que l'Europe soit là, il faut que l'urbanisme soit là, il faut que la batterie soit là, il faut que le cas soit là. Donc en fait, voilà, l'idée c'était cet album-là, c'est un peu tout ça. Il fallait mettre cela en image. Donc voilà, je pense que c'était pas évident, mais moi je félicite encore Manu pour tout ce travail, ouais. Ah, c'est bon, il a assez de félicitations. Donc ensuite, qu'est-ce qui a fait que vous avez justement fait cet album Luminescence ensemble? Moi, on en parlait aussi juste pendant l'entracte musical, qui est plus qu'un entracte, c'est une révélation, une joie. Mais pendant la musique, justement, moi, Luminescence, j'ai trouvé que c'était vraiment représenté le jour où je t'ai vu en concert, donc avec Grégory Priva, toi, Oka, et TX qui était à la technique. Et d'ailleurs, je suis parti féliciter TX pour sa participation. Il m'a dit, ouais, mais moi, j'ai rien fait, je suis juste là. Mais non, tu vois, moi, j'étais conscient qu'il y avait tout un univers qui avait été créé. Oui, en fait, là, il y a une création sonore qui accompagne effectivement la création musicale en termes de composition. Après, Grégory Priva et moi, on s'est rencontrés comme souvent dans ce milieu, on va en jam et voilà, ça bœuf, ça joue. Le hasard fait qu'on se retrouve sur scène en même temps et la connexion est immédiate, alors que normalement ça prend du temps. On prend du temps pour connaître les gens, voilà, la connexion est immédiate et du coup dans la foulée il m'a appelé pour son album. Justement, son premier album s'appelle Kikoté. De Kikoté, on teste un morceau juste piano et K. Et c'est pareil, on se rend compte qu'il y a une certaine magie, en fait, des choses qu'on ne maîtrise pas, mais on se comprend alors qu'on ne se connaît pas. Et vraiment, on ne se connaît pas. Et voilà, à un moment donné, on est sur la route ensemble, on accompagne des fois d'autres musiciens. Voilà, il y a quelque chose qui s'opère et on a décidé de concrétiser, en fait, tout simplement, cette entente musicale et extra-musicale. Et on a écrit vraiment tout un album pour ces 2 instruments. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris des morceaux qui existaient de chacun ou quelque chose comme ça. On a vraiment créé des morceaux qui donnent la place à ces 2 instruments
Et même, justement, on va plus loin que ça. On essaie de ne vraiment pas avoir de barrière, en fait, dans la manière de les utiliser, dans les compositions, en fait. Donc, on n'était pas sur un style particulier ou quoi. Non, là, il s'agissait juste de nos 2 instruments et les exploiter le plus possible. Et ça donnait une réelle performance que je vous invite justement à découvrir sur cet album, hein, tout simplement. Hein. Luminescence, donc un album vraiment extraordinaire. Et quand il y avait la performance des 2 sur scène, des fois tu prenais des gifles, mais laisse tomber entre le piano et le K. Au niveau du rythme, Manu, au niveau des mélodies, t'étais moi-même... En transe. T'étais en transe des fois. C'est ce que je lui disais. Et tu sais quoi, je blague même pas, c'est ce que je lui disais. Des fois, j'avais des crises d'épilepsie. Le cas est en toi. Au Café de la Danse, il y avait une belle représentation. Et puis c'est un bel endroit pour jouer aussi. Il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de l'église. Tu sais, avec cet éclairage qui surplombe un peu. Puis de voir 2 superbes musiciens qui font ça, c'est des moments privilégiés. C'est presque on peut dire un moment de grâce, et c'est ce que nous offrent aussi les musiciens de ce niveau, des moments figés, tu sais, des moments comme ça. Ça bouge plus d'un coup. Alors ils ont quand même 2 points communs qui les réunissent, c'est que c'est 2 gros déconneurs et puis 2 gros bosseurs surtout. Quoi. Des bosseurs déconneurs. Des gros vanneurs. Des vanneurs. Bosseurs déconneurs, vanneurs. Alors moi j'ai aussi une question. Je sais que tu fais plein de choses. Peux-tu nous parler de XPK? Un petit peu, XPK, le fameux trio. Ah oui, XPK, c'est un groupe qu'on aime beaucoup. Alors le on, parce que c'est Kazé, en fait, je suis avec Kazé, donc la rappeuse. Et le projet, en fait, XPK, c'est à l'initiative d'un festival qui s'appelle Africolor. Et ils ont eu la bonne idée, enfin aujourd'hui je dirais la bonne idée, de nous réunir et de réunir nos 2 mondes en fait. Moi et ma tradition main ouverte sur le reste, et Kazé, nos parcours qui sont différents et pourtant on vient des Antilles. Et donc voilà, on s'est rencontrés à cette occasion-là. On a commencé à travailler ensemble autour du rap de Kazé et du K. On a fait des duos, puis on a monté un répertoire. Et après, on est arrivé donc à ce groupe qui s'appelle XPK, dans lequel on trouve du coup Stéphane Castri à la basse, Didier Davidas au clavier, Céliawa à la flûte, Olivier Juste au tambour. Et voilà. Comme d'habitude. C'est la Dream Team. C'est le gang. Ah là là, dès qu'ils peuvent, ils se réunissent. Hein. Et donc on a créé tout un répertoire qu'on a joué il y a maintenant 2 ans. C'est ça, depuis le début. Et quand je dis ont eu la bonne idée, c'est que même si on ne se voit pas, mais c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Ah, donc ils vous ont sollicité cette année? Ils nous ont ressollicité, et même s'ils ne nous avaient pas ressollicité, de cette expérience, on veut en faire quelque chose. Alors, c'est vrai que pour le moment, les actualités respectives font que ça n'est pas possible. Mais on est toujours connectés. Ah, et donc, moi, ça m'intéresse. En fait, XPK, c'est vraiment ça. XPK, c'est notre rencontre, le rap et puis la tradition, pas que. Et d'XPK, il y a eu donc la formation minimaliste XPK Trio. Où là nous sommes sur scène, juste tambour, rap et voix. Donc Kazé, Céliawa et moi. Donc c'est ça que vous avez fait dernièrement. Et c'est ce qu'on a fait dernièrement. Vous avez pu essayer c'était à Bobigny? C'était où ça? Oui, c'était à Bobigny, au théâtre Gérard Philippe, voilà. On a fait quelques concerts du coup, et en fait, j'allais dire c'est reparti, non, comme je dis, même si on se voit pas, c'est un projet qui nous tient à cœur et qu'à un moment donné,
on développera. C'est là aussi on voit ton éclectisme, mais aussi faut dire aussi c'est un projet expérimental. Donc c'est aussi des défis qu'on se lance de pouvoir marier tous ces genres, et justement c'est là aussi on voit encore une fois ton ouverture d'esprit, et c'est pas une ouverture d'esprit quelque part, c'est juste que t'as été élevé comme ça. Parce qu'après expérimental, 2 ans à jouer des morceaux, là ça expérimente plus là. C'est une invention. Maintenant c'est bon, là c'est lancé. Et pour en revenir, parce que le temps passe sur nous, j'aimerais parler justement du morceau qui m'a procuré beaucoup d'émotions, et tu le disais, on en parlait quand on parlait justement du gros cas, de tout ce que ça amène, de se dire que on lâche pas l'affaire, d'avoir de l'espoir aussi. Tout à fait. Tu vois. Et j'écoutais ce morceau qui m'a beaucoup touché, qui est une ballade, mais en même temps, est-ce qu'on peut dire que ce morceau qui s'appelle Une fin, comment tu l'as conçu en fait? Est-ce qu'on peut dire que c'est encore une fois, il y a certains rythmes ou mélodies issues du gros cas qui sont ralentis pour donner aussi une sensation, parce que les mélodies du gros cas, il y a, selon le rythme, elles peuvent être plus ou moins rapides, et que là du coup on ralentit la manière dont même la mélodie est ralentie, et ça donne encore une autre sensation, des autres émotions. En fait, c'est vrai que ce titre-là, c'est un Lewis, donc là il est vraiment basé sur un rythme traditionnel, il y a eu aucune modification de rythme. Après, pour la mélodie, sincèrement, parfois tu composes, tu es dans ton studio, c'est ton travail d'être là pendant 8 heures à essayer de composer quelque chose. Non, cette mélodie-là, c'est pas le cas. Elle est vraiment venue... quand elle a eu envie. Je crois pas que c'est moi, en fait. Je suis juste le vecteur, en fait. Là, vraiment, c'est une mélodie qui m'est venue très naturellement. Très naturellement. Et si elle est aussi naturelle, c'est qu'elle fait partie de ce que j'imagine très facilement, en fait. C'est-à-dire des mélodies de gros cas, en fait. Et après... sorti de tout ce qui est venu naturellement, voilà, il faut dire, et à ce moment-là viennent les arrangements, voilà, dont je parle, la vitesse, quoi mettre autour pour dire sans mots, en fait, voilà. Pourquoi le titre Une fin, avec le point d'interrogation? Voilà, ça c'est à chacun. Parce que pour moi, ce titre, il est extraordinaire. C'est-à-dire que autant il y a écrit une fin, autant t'as la sensation de l'espoir mélangé à plein de sentiments. C'est-à-dire que ça peut être une fin, concrètement, mais il y a, oui. Et en fait, je crois que c'est chacun qui mettra le mais avec la signification qu'il veut, en fait. C'est pour ça que je n'explique pas plus que ça. Je pense que voilà, c'est encore une fois, c'est chacun qui ressent sur cette mélodie ce qu'il a envie de ressentir. Et voilà, il y a un point d'interrogation. Mais ça va pas bien. Est-ce que c'est une fin? Est-ce que ça ne l'est pas? Quelle fin? Est-ce que c'est un début? Mais ça va pas dans le sens de ta philosophie, dans la mesure où de laisser les gens s'approprier les choses après se les être réappropriées. Bon, je dis plus rien parce que c'est exactement ça. Oui, c'est tout à fait ça. Je te connais pas. Je te connais pas du tout. Je te connais pas du tout. Je pose la question. Mais je suis tout à fait dans cette démarche-là, en fait. Effectivement, s'approprier les choses, se réapproprier les choses, et après que chacun soit libre aussi, en fait, de prendre. Voilà. Et c'est pour ça que je préfère que chacun se fasse son histoire, en fait. Là est juste un vecteur pour que chacun se fasse son histoire aussi. Comme toi tu fais. Voilà. Donc, ce morceau-là, je me suis fait mon histoire aussi, en fait. Mais elle est sans doute différente de l'autre, mais
Voilà, tant que ça suscite de l'émotion. Mais toi aussi, on te sent particulièrement touché par ce morceau. Ouais. Même si t'es descendu, descendu, mais déjà, autour de cette table, on travaille assez avec des artistes. Chacun, on a une artiste confirmée à côté de nous. Donc, on sait ce que c'est de créer. Mais et on sait aussi ce que c'est quand il y a quelque chose qui t'arrive, qui te tombe dessus à force de travail, mais pas simplement, tu vois. Sûr. Et on te sent aussi particulièrement touché par ce morceau. Donc moi, ce que je vais proposer, pour ne pas te mettre dans l'embarras et te poser encore des questions et te faire chier par rapport à ça, ce que je vais te proposer, et ce que je vais proposer au public, c'est d'écouter ce morceau, et comme ça, vous nous direz peut-être dans les commentaires, c'est moi qui vais le mettre, t'inquiète pas Manu, c'est moi le technico, je reviens à la base. Et je vais vous faire écouter ce morceau, et peut-être que vous nous direz comment vous ressentez ce morceau. Le morceau s'appelle Une fin, et il est disponible sur l'album Reflet Danse de Sonny Troupé. Écoutez bien ça, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h. Com tudo ju. Yaga yow, whoa, whoa, can't cool. Yo, big up to Street Diamond 99.2 FM, Paris, France, from 7 p.m. to 10 p.m. Big up, you don't know, Sawa, are you mine? Yeah, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On est avec Sonny Troupé. On écoute un extrait de son album Reflet Danse. Le morceau s'appelle Une fin. Ouais. Manu, toi qui as écouté ce titre avec le titre Une fin, tu vois, j'ai encore de l'émotion parce que même si on parlait, tu vois, j'ai encore beaucoup d'émotion en écoutant ce morceau parce que la phrase qui dit au début et à la fin, c'est, tu vois, no matter what, le soleil se lèvera autrement, tu vois, quelle que soit la fin. Si la fin c'est cette fin-là, eh ben le soleil se lèvera autrement. Toi, comment t'as senti ce morceau? J'ai vu, toi aussi, ça t'a beaucoup touché. Oui, parce que en plus j'ai été très impressionné par cet album parce qu'il y a un niveau de composition qui s'est énormément élevé par rapport au premier album qui était déjà high level. Et moi je suis resté sur les fesses quoi. Quand j'ai entendu le résultat, je me suis dit bon voilà quoi, c'est précieux d'être représenté par des gens comme Sonny.
Et voilà, quoi. Je veux dire, les politiques où ils peuvent agiter les bras dans tous les sens et tout. Aujourd'hui, tu envoies Sony à l'étranger, tu peux avoir qu'une image positive de ta culture, c'est tout. Et avec un niveau d'excellence qui est hors norme. Voilà, et puis là, j'en profite aussi parce qu'il y a quand même 2 personnages sur ce morceau qui sont aussi des satellites de l'univers Troupé, qui sont Thomas Koenig, si je me trompe pas, et Raphaël Philibert. Ouais. Voilà, donc aussi des gens de... Voilà, c'est pas... Quand les étoiles. Quand tu touches le génie du doigt, tu te dois de t'entourer de musiciens de haut niveau. Et d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette, via Radio Bois Patate, qu'il y a un certain bassiste martiniquais qui aurait un peu galéré tellement le niveau est haut, alors qu'il a la réputation d'être un monstre en basse. Et ça te donne une idée de l'exigence de Sony là-dessus. Dans la composition et la réalisation. Je parle en tant qu'auditeur de Sony. Après, il ne s'agit pas de parler d'autre chose, d'une proximité ou quoi que ce soit, de ce qu'il est capable de produire en termes d'énergie, en termes de sonorité, en termes de diversité d'idées aussi, qu'il n'y ait pas de redites, qu'on ne soit pas dans le... on n'annonce pas sur des idées, etc. Et ça, c'est un travail aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. T'es pas là du style je vais faire un album de rap aujourd'hui, demain je vais faire du caribéen ou je vais faire du gros cas et compagnie. Ça passe par un cheminement intellectuel et philosophique qui est nécessaire à un musicien pour y arriver. Ça. Donc c'est en ça que les auditeurs doivent comprendre que aujourd'hui à Street Diamond il y a un deuxième génie qui est passé par les locaux après Stéphane Castries. Et c'est pas un ordre, c'est pas le premier qui est nommé, c'est que c'est une génération de génies. C'est les gars qui ont, il faut dire, les Caribéens qui ont entre 30 ans et 40 ans qui ont là ça devient générationnel. Un putain de background au niveau de leur expérience musicale. Faut savoir aussi ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a Kenny Garrett. Qui a intervenu sur le projet aussi. Ouais, bien sûr. Kenny Garrett, c'est le saxophoniste de Miles Davis. Écoutez bien, Miles Davis. Non, mais après, on va aller sur les noyaux. Comme tout à l'heure, il a parlé d'un des frères, dont sa sœur, c'est la Sista Samantha Lavital. Bon, d'accord, elle aussi, elle chante. Après, ils ont aussi Mike Clinton qui joue souvent avec eux sur des trucs. On a les frères Louis par-ci, par-là. On a du monde ils gravitent tous. Ils ont tous le même âge, quasiment. Lynn Lemar, 35-45 ans, moyenne d'âge. C'est aussi des gens qu'on contribuer à la réussite aussi de l'écriture de cet album, des gens comme Lynn Lemart, Mike Armogum, Olivier Juste, Arnaud Dolmen, etc. et tout, c'est toute la même génération. C'est ça. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui ont de la valeur, et qui représentent une richesse. Complètement. Voilà. Et justement, alors, je vais garder mes petites questions vite fait pour la fin de fin. Mais justement, par rapport à cette génération, parce qu'on en a aussi discuté avec d'autres personnes, ta génération, c'est la génération qui a pu s'affranchir de beaucoup de codes. C'est la génération qui, grâce aux aînés qui avaient tracé un sillon, comme nous disait Stéphane Castries, qui a invité justement des aînés avec lui sur certains morceaux de son album. C'est cette génération qui a pu digérer, qui a pu aussi s'approprier sa musique avec fierté, la faire aussi évoluer, qu'il a vu aussi évoluer, qu'il a fait évoluer aussi avec des collègues sur leurs projets ou sur des projets respectifs, et quelle est cette génération? On sent que cette génération, elle est bouillonnante, elle a beaucoup d'énergie, elle a un talent fou, elle est réclamée partout. En fait, c'est une génération qui a beaucoup de chance, en fait. Parce que le travail n'est évidemment pas fini, mais c'est la génération qui a bénéficié de la génération précédente qui, eux, ont souffert. Voilà, exactement. Ont souffert à plusieurs niveaux. Peut-être ne pas vivre de son musique, art. L'histoire. Être militant, ça veut dire, à un moment donné, il faut se fermer, en fait. Parce que si cette génération précédente ne s'était pas fermée pour maintenir tout ce qu'on avait comme richesse, aujourd'hui, ce serait tellement dilué que nous,
On n'aurait pas grand-chose. Et nous, on est la génération, je pense, consciente du fait qu'ils ont su conserver quelque chose d'authentique. C'est à nous d'en faire avec le plus grand respect de cette authenticité. L'appropriation dont ce qu'on veut, en fait. Et moi, je pense que, voilà, quand je dis qu'on a beaucoup de chance, c'est que, voilà, les portes commencent à s'ouvrir, mais c'est dû à ce militantisme, en fait. Et il ne faut jamais l'oublier. C'est ça. Il y a aussi le truc, on l'a dit, hein, toutes les personnes qui se sont mangées des paroles comme Goka, Misika Vienek, il y a des gens qui se les sont mangés et qui faisaient du Goka. C'est ça. D'être mis sur le banc de la société pendant des dizaines et des dizaines d'années, hein, si ce n'est pas plus. Il y a des gens qui l'ont vécu, qui ont tracé un sillon fort, qui n'ont pas lâché. Parce qu'ils avaient cette conscience. Et tu vois, même qu'on voit des groupes comme Akio, qui étaient mal vus à une époque, qui maintenant arrivent à remplir des zéniths. Voilà, c'est un super exemple. Parce que, autant, comme je disais, l'exemple du jeune qui, dans son dancehall d'aujourd'hui, utilise des éléments sans se prendre la tête. Voilà, Akio et tous les petits frères d'Akio, c'est quand même impressionnant de voir les générations d'enfants jusqu'à aux personnes âgées qui sont dans la rue sur cette musique-là, alors qu'en fait, voilà, à la base, il fallait des militants comme Vélo, comme cette génération-là pour la maintenir. Je peux pas ne pas citer quelqu'un qui est encore là, Gérard Loquel, qui est celui qui c'est le père spirituel en fait de beaucoup, puisque c'est lui qui a décidé de faire en sorte de travailler le Goka de manière moderne, sans la dénaturer, mais avec d'autres instruments. Et c'est vrai qu'il a tiré derrière lui toute une génération. Et voilà, c'est encore une fois toutes ces personnes qui font qu'aujourd'hui on a quelque chose de fort. À nous d'en être conscients et de mener d'autres mondes, donc de l'emmener au monde en fait. On a une richesse et on doit la partager. Passe le relais avec tes albums. Ouais. Voilà. Je vous rappelle que vous étiez bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. C'était un gros kiff. Moi, ma dernière question, mon ultime question sur le morceau Une fin. Oui. Est-ce que... Je t'embête, hein, mais je t'embête pas trop. Parce que j'aurais pu plus t'embêter. Hein. Manu, tu me connais. Et c'est quand tu es en studio, et là, pour le coup, ce sera technique, mais aussi, voilà. Quand tu es en studio avec tous ces artistes qui ont entendu le son, etc., tu leur montres, ils ont les partitions, etc. À un moment donné, même s'ils comprennent ce qu'il y a, ce qu'il faut jouer, tu leur parles de l'émotion, tu leur parles, comment tu les guides, en fait? Ça dépend effectivement du morceau. Mais si tu parles d'une fin, il est clair que c'est une composition qu'on ne peut pas jouer sans émotion. Donc il faut la comprendre, cette émotion, et après chacun le dit à sa manière. Et c'est pour ça qu'en fait, quelque part, je pense que là, sur ce morceau, tout le monde a une petite improvisation. Et on constate qu'en fait, chacun le dit à sa manière. Et ça peut être complètement différent, mais on ressent que voilà, on dit quelque chose en fait. Et l'idée c'était ça. C'est un morceau vraiment où on a pris le temps de se dire, les gars, il faut qu'on dise les choses. Faut pas la note, si on la met là, c'est pour une raison et pas parce qu'elle est jolie en fait. Et c'est un des rares morceaux pour le coup où on a enlevé le métronome et on a joué vraiment à l'émotion. C'est-à-dire que si ça part un peu, c'est pas grave, c'est qu'il fallait que ça parte un peu, en fait. Ce morceau-là, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Après, je suis aussi dans une démarche de partage. Le Goka a ses codes. Et je suis dans un groupe où on n'a pas tous la culture Goka. Donc, j'ai expliqué certaines choses au niveau de la basse. Voilà, comment être dans le rythme, comment se déplacer sur le rythme. Voilà, le Goka, c'est quelque chose où on ne doit pas être sur le temps, on ne doit pas... Voilà, c'est ce genre de petites choses.
Et quel est le rôle de chaque instrumentiste? Voilà, en fait, j'ai été beaucoup sur ce type de... au-delà de la technique que chacun a, mais voilà, sur le comment et le pourquoi, en fait. Ok. Alors, dernière question. Sur ce morceau, quel est le rythme du gros K qui est joué? C'est le Les Roses. Le Les Roses Jabouin. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment, en général, on joue le Les Roses Jabreux? Alors, en fait, le Les Roses tout court, il est dit historiquement, en fait, que c'est le rythme, c'est un rythme de combat, en fait. Donc, je parle là... par rapport aux esclaves, voilà, c'était le rythme qui leur permettait, voilà, s'ils avaient quelque chose, voilà, de guerrier, voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et puis, au jour d'aujourd'hui, le Les Roses Jabouin vient de la région Jabouin à Bémao, et c'est un rythme qui est joué en général un peu plus rapidement que ce qu'on a entendu, sur laquelle on raconte énormément de choses, énormément de choses de la vie, en fait. Voilà, c'est vraiment le rythme qui est vecteur de beaucoup d'émotions, en fait, au jour d'aujourd'hui. Voilà. Ok. Et ben comme ça, vous aurez eu toutes les explications et je pense que c'était aussi important et qu'on est tombé sur le bon morceau. Non, mais plus sérieusement, il y a pas mal de morceaux qui déchirent là-dessus. Allez-y, parce que la réalisation, Manu l'a dit, et c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il y a encore un bond dans la réalisation. C'est-à-dire que tu sens que Sony, il est là, quoi, il est présent, quoi, et que tu sens vraiment que là, le mec, tu sens qu'il sait là où il va, quoi. Et même si tu sais, le premier, il est déchiré, hein. Le premier, il est déchiré. Mais là, il y a tout un ensemble et ouais, t'as la patte du réalisateur, quoi. Donc vraiment, je vous invite à aller chercher cet album. Donc j'ai juste oublié de citer deux noms quand même qui sont importants. Vas-y. C'est il y a la présence de Christian Laviso et puis Jonathan Jurion aussi dessus. Ouais. Qui n'est pas un pianiste mais un philosophe de la musique. Faut écouter les notes. Chaque note dise voilà. Et ben voilà. Il y a du coup, je pense qu'au fil de l'émission, on a cité tout le monde, sauf Joe Kael-Meri, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle 700 Atto, donc c'est la nouvelle génération du Broca. Et voilà, c'était le pendant de Christian Laviso, en fait, voilà, dans les histoires de Reflet Danse, qui a participé. Et puis, pour les chœurs, même si en live, on fait nous-mêmes. Sur l'album, il y a Patrice Sulman et Lucille Cancel. Et voilà, la classe. Et ton ingénieur du son sur les deux albums a été toujours Olivier Mathurin, qui est toujours présent, et entouré de Julien Basset et Auguste Manly. Merci pour eux. C'est important. On vous donne rendez-vous sur sonytroupé.com pour plus de vibes et n'hésitez pas à aller chercher votre album. C'est de l'autoprod, c'est du lourd, c'est du bon, c'est le jazz du Turfu, c'est le jazz, c'est le gros cas avec le jazz du Turfu, c'est la vibe, c'est la modernité, c'est tout à la fois, quoi. C'est la new generation. Donc allez-y et vous penserez à nous quand vous écouterez le morceau Une fin et tous ces morceaux, et on vous laissera, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le morceau Une fin, même dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. On vous dit quant à nous à la semaine prochaine. Merci encore Sony. Merci beaucoup. Un vrai plaisir d'être là, et pas laguer à rien, ne lâchez rien. Merci. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. On est bien sûr en live sur le 99.2 FM, sur le radio RGB.net, mais sur notre propre site streetdiamond.fr où vous pouvez retrouver nos articles. D'ailleurs, un article va sortir bientôt et une vidéo. Donc les Street Diamond Everywhere vidéos vont commencer pendant ces vacances scolaires. Donc soyez connectés. Merci à tous, merci AC, merci Manu. Et on se dit à la semaine prochaine. On sera avec Assa Traoré qui viendra nous parler de son livre. Donc à la semaine prochaine. Peace, love, unity, having fun. Et prenez soin de vous. Surtout.